Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Dites-moi tout, cette émission qui vous parle de ce qui se passe au pays avec un peu de recul intellectuel et scientifique. Ça nous permet d'avoir une perception générale de la chose. Et aujourd'hui, je reçois le prof Chilumbaï Jean-Claude. Je dois rappeler que c'est samedi que nous tournons cette émission. Et le prof était dans plusieurs affaires. Et bien, on l'a tout simplement pris parce qu'il doit faire un déplacement déjà dans peu de temps. Il ne sera pas avec nous. Le temps pour nous de parler avec un cadre de l'UDPS. Essayer de voir l'approche du pouvoir de l'UDPS. Est-ce que cette approche a changé? Est-ce que l'UDPS dans l'opposition et l'UDPS de la gestion, est-ce que nous avons deux types d'UDPS ou nous avons la même UDPS mais qui s'adapte maintenant au pouvoir? Et donc on va parler de cela. On parlera aussi bien évidemment de sa qualité de prof. D'abord, il est professeur. Je reçois ici le professeur Chilumbaï Jean-Claude. Il est professeur à l'université de Kinshasa dans la faculté de sciences sociales. Il est cadre de l'UDPS dans CEP, c'est-à-dire la commission électorale permanente. Il est élu provincial de Luisa. C'est un avocat. On parlera avec lui de toutes les questions d'actualité. Monsieur le professeur, comment allez-vous? Je veux bien, Christian. Monsieur le professeur, parlons d'abord de l'actualité, parce que là, le président a fait un discours de grand oral à l'ONU et il a accordé, un peu plus avant, il a accordé une interview à TV5 où il a traité les propos de Martin Fayoulou, des bruits inutiles. Et ce n'était pas du goût de Martin Fayoulou qui estime que, si le président estime que c'est du bruit, pourquoi il ne demanderait pas à la CENI eh bien, de faire des recomptages ou de publier les résultats bureau par bureau? Merci, mais je ne crois pas que le président ait traité les propos de l'honorable Fayoulou de bruits inutiles. Il a plutôt souligné que c'est des propos qui l'ont dérangé. Parce que, vous voyez, nous avons mené un combat républicain, l'UDPS, comme par ailleurs le parti de l'honorable Fayoulou, le CID. C'était aussi un combat du respect des valeurs républicaines. Si je reviens dans le passé, j'ai vu qu'en 2011, parce que les hommes politiques doivent aussi apprendre à être conséquents lorsqu'ils posent des actes. Le président Tshisekedi, qui avait été en réalité élu, et les évidences étaient telles, et qui n'a pas été proclamé au niveau de la Cour suprême de justice à l'époque, et plutôt au niveau de la CENI, avait décidé de ne pas saisir la Cour suprême de justice. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi estimait que la Cour était une Cour inféodée et que rien ne pouvait garantir une quelconque possibilité que la Cour établisse ce que la CENI avait annoncé. Et qu'il avait inscrit son combat dans la perspective politique. C'était un combat pour voir comment il faudrait que le changement s'élargisse au fonctionnement général des institutions, et plus particulièrement des institutions judiciaires et de l'institution électorale, la CENI. Ça, c'est responsable parce qu'il pouvait continuer d'exiger en considérant que toutes les institutions étaient corrompues et qu'il ne pouvait en attendre rien de bon. Mais ici, c'est une autre approche. Une approche qui consiste, d'abord il faut rappeler que c'est quelque peu irresponsable. Moi je suis de la CEP, la commission électorale permanente du parti. C'est une structure du parti qui a été installée après le congrès. Elle existe, mais nous, notre équipe a été installée après le congrès dans des temps plus ou moins très serrés. Et le président nous avait confié des missions claires. Il y avait un combat politique que l'UDPS menait pour que le processus électoral, non seulement qu'il ait effectivement lieu, mais aussi que le processus soit transparent. Et ce combat était confié à l'organe exécutif de l'UDPS qui s'en occupait. À la CEP, le président nous avait instruit de ne pas nous mêler des questions politiques et de rester techniques pour préparer les élections. Ça signifie que malgré tout ce qui se faisait, l'UDPS avait un organe permanent engagé à la préparation des élections. C'est dans ce contexte que vous avez vu que nous avons d'abord mis en place un canevas de préparation de ces élections, en formant les témoins, en installant des chaînes de surveillance électorale. Nous nous sommes dispersés dans tout le pays pour tenter de structurer ces chaînes de surveillance électorale dans des provinces
et que ça permettait que nous puissions corriger les erreurs de 2011, où nous avions des éléments affichés qui prouvaient que nous avions gagné des élections, mais nous n'avons rien du matériel qui pouvait l'attester devant les juges. Alors, nous avons travaillé de cette façon-là. Mais lorsque vous allez à une élection avec quelqu'un qui a passé tout son temps à combattre tout le processus, ça c'est un fait, et qui déclare qu'il ne va pas participer aux élections. Vous étiez le premier à dire de ne pas aller aux élections. Nous étions premiers, mais l'IDP c'est un parti organisé. Nous avons compris à temps, et cela après beaucoup d'informations. Ce n'est pas parce qu'on nous avait imposé la machine, c'est parce que nous, au niveau de la CEP, lorsque nous avons tenté de prendre contact avec 2 ambassadeurs, avec des techniciens, notamment des techniciens sud-coréens, le pays pourvoyeur de cette machine, mais aussi avec des techniciens locaux pour comprendre si réellement la machine était un instrument à tricher absolument. Nous nous sommes convaincus que la machine n'offrait pas cette possibilité unilatérale de tricherie à un camp. Pourquoi vous ajoutez unilatéral? Oui, ça signifie qu'il n'y avait pas un mécanisme automatique qui permettrait au seul FCC de tricher. Et que s'il y avait possibilité que les gens trichent, ça pouvait aussi se diversifier. Et moi, j'ai même, à cette époque, affirmé à l'interne que la machine offrait beaucoup plus de garanties par rapport à ce que nous avions eu comme explication et à la CENI, et en dehors de la CENI, mais aussi auprès des techniciens congolais indépendants. Est-ce que donc vous voulez dire que vous avez participé à une sorte de tricherie globale? Non. Autant eux ont triché. Non, il n'y a pas eu de tricherie. J'ai dit seulement que la machine offrait cette garantie parce qu'à la différence du vote avec bulletin, et ils pouvaient s'organiser de cette façon-là, ils le feraient. C'est comme ça que la machine, pour autant que nous pouvions nous rendre compte qu'il y avait autant de centres, c'est ça le travail que nous on a fait à la CEP. Et vous estimez que les autres n'ont pas travaillé de cette façon? Ils ne l'ont pas fait, je vais vous en donner des preuves. Okay. Maintenant, lorsque nous allons aux élections, moi j'étais sur terrain, dans des brousses, partout où je suis passé, j'étais sur une moto, je faisais ce travail de surveillance électorale là où j'étais, je constatais que l'unique parti qui avait des témoins, c'était l'UDPS, même pas le PPRD. Donc nous pouvions nous retrouver dans des bureaux de vote où seul l'UDPS avait des témoins. C'est l'unique parti qui avait des témoins. Et mais cette élection était dans quel camp, monsieur le professeur? Vous aviez des témoins où, quand on sait que vous n'avez pas présenté les candidats dans toutes les échéances? Non, écoutez, nous avons présenté des candidats dans toutes les provinces. Il y a eu des petites difficultés qui sont d'ordre technique, mais il n'y a pas une seule province où nous n'avions pas de candidats. Là où nous n'avons pas réussi à déposer les dossiers de nos candidats, aux législatives en l'occurrence, c'est parce qu'il y a des endroits où les preuves de paiement sont arrivées en retard. Et ça, vous pouvez le vérifier auprès de la CENI, notamment chez l'honorable Kalamba. Moi et M. Jacquemin, on a fait beaucoup de courses pour tenter d'obtenir que la CENI accepte des photocopies qui étaient parties. Il y a des cas qui étaient passés parce qu'explicables, d'autres, comme dans la loi là-bas, ne sont pas passés. Et les candidats étaient là. Nous les avons tout simplement transformés en direction des campagnes pour le président de la République, parce que nous ne les avions pas abandonnés. Moi, j'ai des questions beaucoup plus précises sur la question du processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de chiffres, professeur, vous avez présenté combien de candidats à Kinshasa pour le compte de législatif? Combien de candidats? Non, Kinshasa, nous avions fait le plein de candidats. Il n'y a pas une seule place qui soit restée vacante. Vous voulez nous dire que vous avez présenté 500 candidatures? Non, vous dites à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, 500 candidatures pour la députation nationale. Non, Kinshasa, ce n'est pas 500 candidatures. Oui. 500 candidatures pour la députation nationale, c'est ça les nationales. Oui, pardon, national. Nous avions aligné 500 candidats pour l'échiquier national. J'ai dit qu'il y a des endroits où les preuves de paiement sont arrivées en retard. C'est l'exemple de la province du Lualaba, c'est l'exemple de Calais dans le sud Kivu, c'est l'exemple de quelques circonscriptions de l'Ituri et l'exemple de quelques circonscriptions du Nord Ubangi, où par exemple à Lissala, non, Lissala, je crois, une circonscription. Mais qu'est-ce qui explique alors qu'au lieu, vous aviez quand même, comme vous dites, vous avez présenté 500 candidatures pour les législatives, mais qu'est-ce qui se passe que vous n'avez pas 100 députés, 100 Non, ça, on va y revenir, ça c'est une autre explication que nous allons donner, elle est d'ordre technique. D'accord, allez-y. Alors, maintenant, lorsque l'élection a eu lieu, nous étions en train de collaborer avec
nos chaînes locales de surveillance, qui étaient provinciales, territoriales, ainsi de suite, et nous recevions les données. Pendant le processus de compilation interne, nous avons invité les ambassadeurs, nous avons invité d'autres personnalités de la politique nationale pour venir voir ce que nous faisions. Ils ont constaté qu'il y avait du travail sérieux, il y avait un centre de compilation bien outillé, et ils ont trouvé des tas et des tas de PV qui venaient physiquement, des PV qui attendaient à être transmis, mais nous avions un call center, on recevait les résultats PV par PV, bureau par bureau. Et ces résultats avaient été confrontés aux résultats que nous avions trouvés dans des cahiers à la CENI qui n'avaient pas une structure cohérente comme la nôtre. Alors, lorsque tout cela s'est fait, et qu'à 4 jours des élections, on se réveille, on dit, bon, maintenant, je ne boycotte plus la machine, maintenant ne votez plus avec de feuilles de papier comme ça a été l'instruction générale partout. Donald Fayoulou est passé pour battre campagne, il disait aux gens soit de saboter la machine elle-même, soit de voter avec des papiers de leur cahier. Et à 4 jours, dans un pays sans technologie, sans moyens de communication efficaces comme le nôtre, il quitte, il termine son carburant et ses moyens, il rentre à Kinshasa et il dit, bon, maintenant je participe. Vous allez vous réaliser que quelqu'un qui est dans le fond de Yangala, dans le Kassai central, quelqu'un qui est dans le fond de Karaola, qui ne capte au Kin Radio, comment il saurait que maintenant Martin Fayoulou est candidat? Et des gens qui étaient déterminés à en découdre avec Kabila et le FCC ont trouvé qu'il n'y avait pas match à jouer, pour autant que Fayoulou a refusé de participer à une élection alors qu'il y aura un vainqueur. Ils se sont tournés vers Tshisekedi. Pour eux, c'était le moindre mal, ceux qui pensaient ou ceux qui soutenaient. Bon, ça, c'est votre déduction. C'est votre déduction. Vous après ça, vous n'avez pas de preuves. J'ai de preuves, je vais vous les montrer. On attendra. Lorsque vous partez d'Idiofa, mais je vais vous le démontrer. Okay. Après ça, nous sommes allés en contentieux. L'honorable Fayoulou n'a pas fait comme Etienne Tshisekedi, parce que lui a cru en la Cour constitutionnelle. Il a dit qu'il voulait bien se présenter devant la Cour pour que la Cour lui rende justice. Moi, j'étais avocat, j'étais dans l'équipe des avocats du président Tshisekedi. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. Il n'a rien brandi. D'abord, moi, j'ai dit que la Cour constitutionnelle a été trop clémente et lui a rendu un arrêt attractif, dans ce sens que je peux même estimer qu'au plan formel, c'était des requêtes déjà non recevables, parce que la Cour l'a dit dans son libellé, c'était des requêtes déjà non recevables et contradictoires. Tantôt c'est 11 millions de voix, tantôt c'est 12 millions de voix, et finalement c'est 7 800 voix. Tout ça prouvait déjà du manque de sérieux qui habitait la coalition de la Mouka. Qui devrait apporter les preuves? Mais les preuves, tu es un juriste, Christian. La preuve incombe, donc la preuve incombe à celui qui a les faits. Okay. C'est Martin Fayoulou qui vient dire que la CENI n'a pas dit la vérité. Oui. Ce n'est pas la vérité des urnes. Mais moi, tout ce que je sais, et que nous pouvons vous prouver aujourd'hui, c'est que contrairement à la CENI de 2011, la CENI de Nanga, elle, il y a eu de failles ça et là qui ne dépendaient pas de l'organisation structurelle de Nanga elle-même, mais la CENI de Nanga, elle, remettait les PV à ceux qui les ont réclamés. C'est comme ça que nous, la CEP de l'UDPS, nous les avons eus et nous les avons. Celui qui veut les visiter, je demande toujours à celui qui veut voir les PV de l'UDPS, les PV que nous détenons, de venir, nous l'accompagnons dans notre centre de compilation et il va visiter notre dispositif. Pourquoi vous ne pas sur cela, comme ça tout le monde va le voir? Je suis Gelvite qui veut peut les voir. Je l'ai dit à maintes reprises. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dédouaner Nanga finalement? On ne dédouane pas Nanga. Nous disons que ce processus n'a pas été parfait. Il est le moins mauvais de tous les autres que nous avons connus. Vous pensez aujourd'hui que... Il y a eu moins de violence sur terrain. Oui. Ça, il faut l'avouer. Nous avons présenté la CEP a récemment présenté son rapport à cette participation. Les violences sont post-électorales. Il y a eu moins de violence. Nous parlons du système électoral. Il y a eu moins de violence pendant et après l'élection. C'est déjà un élément positif parce que là où il y a plus de tricherie, c'est plus de violence. Il y a eu moins de violence pendant et après. Donc, quand c'est la majorité qui triche, on peut comprendre. Alors, non, en 2011, on a vu les urnes en train de courir dans cette ville, les bulletins partout dans la rue. C'est pour dire que c'était catastrophique. Ici, plus ou moins, les gens
ont vu qu'il y a eu un processus plus ou moins apaisé et que les choses étaient plus ou moins transparentes. On a même permis aux compétiteurs d'accéder aux preuves qu'ils ont gagnées ou pas et de les apporter. Voilà. Maintenant, lorsque la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle, elle rend son arrêt et que vous constatez que c'est des avocats sous serment comme moi qui s'élèvent, qui savent qu'il n'y a pas de voie de recours là-dessus, qui s'élèvent, qui vont s'afficher avec des politiques pour qualifier la Cour de tous les mots comme ils le font. Ça, c'est malhonnête. C'est là que le président, dans son interview, dit qu'il est dérangé par ces propos, parce que c'est des propos irresponsables. Lui, il est détenteur de preuves de sa victoire. Mais il peut les prouver. Il a lui aussi vous n'avez aucun papier. Parce que le lendemain des élections, lorsqu'on posait la question à Martin Fayoul, comment il a gagné, il disait, la Senco connaît. Mais la Senco, nous qui avons confronté nos données à celle de la Senco, nous avons constaté que la Senco n'a aucun PV de ces élections. Et il avait des cahiers sur lesquels il mentionnait des chiffres, de quelle origine, moi je ne sais pas. Et on ne va pas à la Cour constitutionnelle avec des chiffres mentionnés dans un cahier. Nous sommes allés avec... Est-ce que ce n'était pas un piège collectif finalement? Est-ce que vous n'êtes pas tombé tous dans le piège de l'opposition de façon générale? Non, nous ne sommes pas tombés dans le piège. Nous avons même prouvé que nous sommes un parti très structuré, très organisé. Mais qui n'a pas eu plus de un parti méticulé en cette organisation. Le contraste, il est connu. Oui. Moi, je suis un enseignant de droit, je suis un enseignant de sciences politiques. Le contraste, il est celui-ci. Oui. Le système électoral que nous avons, c'est un système proportionnel. À la différence de son pendant, le système majoritaire. Dans le système majoritaire, le parti qui obtient 50% des voix plus une, il rafle tous les sièges de la circonscription. Ça lui permet, lorsqu'il a 5, 6 circonscriptions gagnées, il a autant de députés. Mais ici, le système avait été conçu pour des pays post-conflit comme le nôtre, qui explique par exemple que vous pouvez aller dans un bureau de vote. Je vais vous donner un tout petit exemple. Le territoire de Luisa, où moi j'ai été élu comme député dans le Kassa central. Vous n'avez pas été nommé? Non, c'est un territoire absolument acquis à Tshisekedi et à l'UDPS. J'ai dit absolument. Parce que moi, je même ma tablette ici, je peux vous montrer quelques éléments des procès-verbaux. Vous trouverez que dans ce bureau-là, c'est 600 votants. En tout cas, Tshisekedi a fait 600 voix. Alors, mais est-ce que c'est mais à l'inverse, 600. Voilà, à l'inverse, oui. Moi j'ai de preuves du centre où j'ai voté, avec une surveillance accrue de moi-même et de mon équipe. Je constatais que là où le président UDPS a fait carton plein, nous, députés UDPS, dans la plus grande transparence, nous n'avons pas fait le plein. Dans ce sens que pour les élections des députés, il y a un autre élément qui s'ajoute. C'est quel élément? Le nombre de voix à lui seul ne suffit pas de vous donner tous les sièges, parce qu'il y a l'attribution proportionnelle. Ensuite, il y a des leaderships locaux qui s'imposent sans idéologie comme telle, parce qu'il est frère de l'Église, parce qu'il est collègue des classes. Ils peuvent engranger des voix sans que les électeurs ne tiennent cette fois-là compte de leur appartenance idéologique. C'est ça qui explique que même dans la ville de Kana, le Kasaï central, c'est la province à 100% IDPS, mais dans la ville de Kana, nous n'avons eu qu'un seul député qui avait pourtant caracolé. Mais le siège que nous on a acheté à 70 000 voix ou à 60 000 voix, il y a des faibles qui l'ont obtenu à 12 000 jusqu'à 3 000 voix. C'est ça la proportionnelle. Et ça fait quoi? Si nous avions aussi aligné 2, 3 listes, comme le FCC, il faut dire que nous étions dans l'opposition, nous nous sommes débrouillés avec les petites contributions de nos membres et ils avaient su que pour nous empêcher de réaliser autant de sièges à l'Assemblée, ils ont monté une planification à l'Assemblée, ils ont augmenté les frais des cautions pour la participation aux élections. Ça ne nous permettait pas, nous, IDPS, dans le contexte qui était nôtre, d'aligner 3, 4 listes comme ils l'ont fait. Et c'est même qui explique, si vous regardez bien, que dans la province du Kasaï oriental, nous avons gagné le gouverneur parce que nous avions réussi à aligner 2 listes.
au niveau provincial. Donc les autres étaient mieux préparés que vous. Il y a eu la liste UDPS, il y a eu la liste RDT. Mais pour le président de la République, la différence, c'est que ce n'est pas un vote proportionnel. C'est un vote majoritaire et puis majorité simple parce que c'est un tour. C'est ce qui explique qu'on peut bien évidemment gagner à la présidentielle et ne pas gagner aux législatives. Ce n'est pas seulement congolais. Nous avons connu des cohabitations rigides en France. Mais qui n'est pas elles sont dues à cette réalité-là. Parce que le président a été élu de notre camp et la majorité parlementaire a été acquise. Je reviens sur le leadership local dont vous parlez. Comment vous expliquez encore une fois ce paradoxe? Des gens qui sont considérés comme ceux qui ont tué le pays, on va dire, qui ont détruit l'économie, qui ont détruit le système politique de notre pays, ils se sont illustrés dans les violences des droits de l'homme. Bref, des gens qui disent on ne les aimait pas. Parce que vous, l'UDPS, vous nous avez donné l'image d'un Kabila monstre qui n'aimait pas le pays, il fallait que vous en écoutiez au Rwanda, c'est un peu ce que vous disiez. Mais comment vous expliquez ce leadership local des gens qui parlent de Kabila et soient élus plus que vous qui parlez du peuple? Non, je dois vous assurer que la démocratie aussi sans instruction, c'est un problème. Oui. Moi, je suis allé dans le village de ma mère parce que j'arrivais avec un léger retard. J'étais à Lubao, j'étais dans le Kwilu où j'organisais les équipes de surveillance électorale. J'ai rejoint le fief électoral avec beaucoup plus de retard. Lorsque je suis arrivé, les gens du PPRD, les gens de PPPD, tous s'étaient présentés devant les électeurs comme étant des l'UDPS. Ils ont menti. Ils ont menti, tous. Mais vous n'avez rien ils étaient de l'UDPS. Dévoilé, je vous dis que personne, ça je dois l'avouer, personne dans ma circonscription, j'ai vu un seul candidat, c'était Maître Kabongo, qui battait campagne pour Chadal. Tous les autres candidats du FCC du PPRD battaient campagne de Tshisekedi. Parce que c'était une caution pour se faire élire soi-même. C'est pour vous dire que même les électeurs, des personnes pas suffisamment inscrites, n'ont pas su finalement faire le distinguo entre qui était député de l'UDPS et qui était député du PPRD. C'est ça. Alors, on va évoluer, monsieur le professeur, on va évoluer. Mais alors, dites-nous, monsieur le professeur, est-ce que vous êtes sûr, main dans le cœur, que Félix Tshisekedi n'a jamais rencontré Kabila avant les élections pour lui donner une quelconque position ou pour faire de lui un président? Est-ce qu'il n'y a jamais eu des rencontres comme ça? Est-ce que l'UDPS n'a-t-elle pas ou n'a pas rencontré le président Kabila pour devenir finalement garder le pouvoir? Non, d'abord il faut commencer par dire que Félix Tshisekedi était le président de l'UDPS. Moi, je n'étais qu'un rapporteur de la CEP, la Commission électorale permanente du parti, ce qui explique plus ou moins que j'étais un technique, je n'étais pas engagé dans le processus politique de cette élection-là. Mais une chose est évidente, une chose est vraie. Kabila aurait trouvé un tel compromis avec nous, il n'alignerait pas un candidat. Ça, c'est tout à fait clair. Et vous allez alors pour faire semblant, justement, pour embellir la chose? Non, il n'alignerait pas un candidat, ça c'est très clair. Vous n'allez pas me dire que ces gens ont soulevé le bouclier et qu'ils ont aligné des avions, ils ont vidé les caisses de leur parti et même peut-être de ceux qui ne leur appartenaient pas pour plaire à un individu. Ils étaient déterminés à rester au pouvoir. Oui, mais c'était sans compter bien évidemment avec le bilan de leur gouvernance, c'est un fait, c'était sans compter avec la version que le peuple nourrissait déjà contre eux. Et c'est comme ça que cette élection s'est jouée par la seule volonté de ce peuple qui explique que nous sommes allés vers lui et le peuple avait déjà découvert. Est-ce que le deal n'a pas tourné autour de Félix devient président, moi je prends la majorité parlementaire? Non. Si c'était ça, mais je vous dis de manière de montrer que moi, là où je suis élu, lorsque l'élection s'est terminée, j'ai rencontré l'honorable Dédé Sanga. Nous avons mis en commun les données que nous avions, nous avons proclamé les résultats de législatives. Nous avons dit tel a gagné, tel a gagné. C'est ce que la CENI avait préparé. Oui, mais ça c'est à lui ça. Quelques jours après. C'est à lui ça. C'est pour vous dire en quelque sorte. C'est pour vous dire en quelque sorte que je ne comprendrai pas comment vous pouvez me dire que non, bon, et dans le Kassa central, je parle de ma province, c'est ça le bastion IDPS. Oui, mais parlons du Kassa central. Aussi, parlons du mais c'est pour vous dire bien évidemment que si dans le bastion là, moi j'affirme que
ces choses-là se sont passées plus ou moins dans la transparence législative. Ça signifie qu'il est tout à fait normal que dans d'autres provinces où nous n'avons pas le même ancrage que dans le Kasaï central, par exemple, que nous ne gagnons pas plus que le Kasaï central. Et qu'est-ce qui explique ces mécontentements selon vous? J'ai expliqué ça. Oui. J'ai dit que c'est la réalité du vote. Les gens ne sont pas contents. Une bonne partie, en Europe par exemple, une bonne partie estime que vous avez triché. Qu'est-ce qui explique ça? Je n'ai pas vu les gens en Europe qui ont estimé que nous avons triché. Le président Tshisekedi vient de l'Europe. Oui, il marche contre lui. Non. Toutes les démonstrations, tous les témoignages ont prouvé qu'aucun président africain n'a pas été autant accueilli par sa population en Europe. C'est une légitimité de notre genre. Oui, des visites avec il y a des marginaux, des gens qui souffrent de ce que Tshisekedi apporte, des gens qui vivent en clandestinité sans papier. Il y a de ces gens qui pensent qu'il faut que le discours de pression demeure au Congo pour qu'ils justifient leur séjour en Europe. Ça ne peut pas faire du bon pour eux. Aujourd'hui, vous les traitez comme ça. Hier, c'était vous. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement qu'il y a de marginaux et de petits groupuscules. Alors, le corps et l'âme des Congolais, ça a été prouvé, sont avec Tshisekedi. Mais monsieur le professeur, pourquoi c'est si difficile alors de nous montrer les bulletins en question? Pourquoi c'est si difficile que le président... Pourquoi vous refusez de venir les voir? Nous les détenons. Nous détenons sur la place publique. Mais on les met où? À la RTNC par exemple. Faites un débat sur ça. Mais le débat, je le fais avec toi ici, c'est la place publique. Oui. Ça signifie que si tu m'avais demandé de t'amener moi ici des cartons pour que tu commences à déballer carton par... J'allais le faire. Est-ce que nous pouvons le faire? Et je t'invite, moi je t'invite, je viendrai pour que tu regardes un résultat qui va d'ailleurs t'étonner, c'est le résultat d'Ankoro, le village de Joseph Kabila. Et tu vas t'étonner de constater que là où Tshisekedi fait 600, Chadel, le candidat de Kabila, a 3 voix. Est-ce que vous allez aussi donner les résultats de Mbandaka? Mais pourquoi pas? Nous les avons. Est-ce que vous nous permettez de les avons. Je le permets. D'accord. Nous les avons. Je vais te démontrer autre chose. Oui. Lorsque tu regardes même dans le taux de participation, bon, on gagne les élections dans la Tchouapa. La Tchouapa, c'est un pourcentage, 1% de participation au vote national. Tout ça, ils ne l'avaient pas dans leurs calculs. Ils sont allés battre campagne. Lorsque tu fais 60% dans la Tchouapa, c'est 1%. Et le Kasaï oriental, c'est 4,5%. Ça suffit qu'on prend seulement l'ensemble du bloc de provinces du Kasaï, l'ancienne Kasaï. Là où vous trouverez que Tshisekedi a fait très mal, c'est 100%, 100%. Vous partez déjà du Bandundu, à partir du Diofa. Quelqu'un qui perdrait cette province comme ça, 0 voix, peut venir se réclamer d'une victoire. Là, vous parlez de Martin Fayulu. Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Vous allez nous montrer? J'ai dit qu'il n'a eu aucune voix dans le Kasaï. Il n'a eu aucune voix dans le Kasaï central, aucune voix dans le Kasaï oriental, aucune voix dans la Lomami. Tanganyika, n'en parlons pas. Monsieur le professeur. Et puis on gagne comme ça. Êtes-vous sérieux quand vous nous dites que Martin Fayulu n'a pas eu une seule voix dans le Kasaï? Moi, j'ai dit que j'ai des bulletins, j'ai des PV, j'ai des procès verbaux. Maintenant, lorsque vous voulez poser des questions et de vous dire, parce que nous étions à la cour, ce n'est pas pour la première fois que tous ces gens-là se rendaient à la cour. Ils savent qu'il y a de préalables qu'impose la légalité établie pour dire, pour saisir la cour, voici ce qu'on amène. Il faut amener des preuves de votre victoire. Parce que vous aviez toutes les possibilités d'accéder à ces procès-verbaux, encore qu'avec la machine, la Nanga machine, on donnait, il y avait de bandelettes qu'on tirait pour tous les candidats qui les désiraient. La cour concerne, vous avez dit d'abord, de quoi est-il composé? D'abord, moi j'ai honte avec tout cela. Ces cartons sont venus, et ces cartons-là, vous les avez vus. Mais je les ai vus aussi dans un spectacle dernièrement, à côté d'un ancien candidat. Ils étaient vides. Ils étaient vides. Donc vous parlez je crois que c'est un débat du passé. Très bien. Alors, nous sommes, allons dans le présent maintenant. Donc, le président Tshisekedi ne va pas demander à Nanga de publier les résultats qu'il a fallu lever, parce que ce n'est pas du pouvoir du président de la République de demander à Nanga de publier ces résultats. Cette demande a été formulée en bonne du terme, du forme plutôt devant la Cour constitutionnelle. La Cour l'a rejeté. Très bien. Et si on se met à discuter encore avec cette l'égalité, avec la décision du juge suprême, moi je crois que ça devient du théâtre. Alors, maintenant, c'est que lui a demandé à la Cour qui en a l'habilité constitutionnellement parlant, et la Cour refuse, il vient demander à un incompétent constitutionnel. Le président de la République n'a pas pour rôle
d'aller instruire à la CENI indépendante de ce Mais pour besoin de la Ce consolidation n'est pas son rôle, ce n'est pas son rôle. Ce n'était pas non plus son rôle Ce n'est pas son rôle. S'il le fait maintenant là, vous allez de sitôt crier au scandale, à l'interférence de l'exécutif dans le judiciaire et que nous n'aurons pas fait un pas par rapport aux anciennes pratiques. Évoluons, monsieur le professeur. De quoi est-il fait, je veux dire, ce rapport entre vous et les Cash? Qu'est-ce qui compose en réalité l'âme de l'alliance FCC-Cash? Parce que la population a tendance à rejeter cette alliance, mais vous vous y accrochez quand même. Non, la population n'a pas rejeté cette alliance. Moi, j'ai suivi, il y a, je crois, 10 ans, le président Tshisekedi sur l'émission Fauteuil Blanc. Mais il faut qu'on ait une mémoire. Hein? L'histoire doit se construire ainsi. Jean-Marc Kassamba a posé la question au président Tshisekedi, qui n'était qu'un secrétaire national, je crois, adjoint d'ailleurs, au parti. Qu'est-ce qui peut arriver un jour si les électeurs décidaient de disperser leur souveraineté? Le président a dit, s'il arrive un jour que le peuple nous donne à nous la présidence et qu'il donne au PPRD la majorité à l'Assemblée, nous devions faire avec. Mais c'est l'expression du souverain primaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous devrions faire avec. Faire avec, ça signifie que c'est le peuple le détenteur du pouvoir souverain qui a dit ce que toi tu seras président, mais nous donnons la majorité à Kabila. Vous l'expliquez dans le cas pareil. Dans ce cas ici, c'est la même chose. Les peuples là dispersés, ça c'est souveraineté. Oui. Et que Tshisekedi l'avait déjà prédit. Il avait dit que si ça arrive, on va faire avec. Il n'y a pas de députés nommés, vous voulez me dire? Il n'y a pas eu de députés nommés? Je ne suis pas la CENI, mais moi je sais que les gens sont allés à la Cour constitutionnelle pour contestation. Il y a eu des invalidations, il y a eu de réhabilitation. C'est ça le processus. Et comme par magie, vous croyez à la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Je ne crois pas en la Cour constitutionnelle, ce n'est pas moi qui l'ai établi. En tout cas, lorsqu'on l'établissait, tout le monde était là sauf l'IDPS. La MOUK était là. La MOUK a participé à la mise en place de cette Cour constitutionnelle. Donc nous avions dénoncé les pratiques et les méthodes, et même les procédures. La MOUK était là. C'est ce que les gens oublient, sauf Martin Fayoul, bien sûr. Pierre Lumbi était là, et Moïse Katumbi était là. C'est eux qui ont mis en place cette Cour constitutionnelle. Nous sommes venus la trouver. Elle est une conséquence d'une constitution octroyée par le PPRD, le MLC, les vainqueurs de Sun City. Elle est une conséquence de cela. Nous avions combattu cette constitution. Nous avions ordonné que les Congolais ne votent pas. Et les Congolais n'avaient pas voté cette constitution. Vous avez vu comment l'abbé Malmal a publié 2 résultats, 3 résultats dans une même province. Tantôt, Kassai occidental, là-bas, c'était 15% de oui. Tantôt, ça s'est inversé. Mais nous avons constaté que la Constitution est là. Alors, et nous l'appliquons aujourd'hui dans toutes ses dimensions. On va changer les caps. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore, on va me le dire. Monsieur le professeur, parlons maintenant. Finalement, vous avez l'impérium tant attendu et cherché par le feu Étienne Tshisekedi. Malheureusement, il ne le verra peut-être jamais. Mais alors, vous avez le pouvoir. Mais on se rend compte que rien, je ne dis pas tout de suite rien, mais une partie de la population estime que rien n'a véritablement changé. L'armée est toujours composée de la manière dont elle était. Les finances publiques, pratiquement la même chose. Les régies financières sont presque les mêmes. Est-ce que vous continuez avec les méthodes de Kabila que vous avez décriées longtemps, ou vous voulez changer les paradigmes et comment? Tu sais, Christian, un général d'armée, ça ne se forme pas derrière la maison. Donc, Tshisekedi arrive au pouvoir le 24 janvier, et puis il appelle les jeunes. Bon, venez, vous devenez des généraux. Je chasse les Numbi, je chasse les Wanga, je chasse tout le monde. Venez prendre les postes comme généraux qui paient. Ça ne se fait pas. Nous avons trouvé une armée de la République. Et cette armée, en dehors de l'idéologie dont elle pouvait avoir été teintée, elle est constituée de cadres formés dans de grandes écoles belges, françaises, tout ça. Nous n'avions pas à jeter tous ces gens-là dans le fleuve Congo et à former des généraux pour pallier des... Alors, quelle est l'armée que vous avez traitée hier d'amateurs? Non. C'était quelle armée? L'amateurisme d'une armée n'est pas nécessairement un problème du fait qu'il y ait des gens non formés. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de structuration, un problème de prise en charge. C'est ça que le président de la République est en train de faire maintenant. Qu'est-ce qui a changé alors? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le président est en train de responsabiliser les militaires.
on construit des maisons. Quand ça n'a pas changé ça. Et Si, depuis que les Belges sont partis, toi tu as vu dans ce pays une maison être construite pour les militaires. On est en train de construire. Donc nos hommes de troupes seront logés comme des humains. Leurs enfants vont étudier parce que nous avons grandi dans un monde où croiser un enfant d'un militaire, c'était croiser un voyou. Et aujourd'hui, vous allez changer la donne. Bien sûr, ça change, ça change. Ça ne va pas changer en une journée lorsqu'on peut être capable de construire 6 000 maisons en une année. J'estime qu'on peut en construire 30 000 dans 5 ans. Et si 30 000 militaires sont logés, c'est déjà un pas, mais moi je crois qu'on est capable d'aller un peu plus pour que ces gens redeviennent dans leur conscience et fassent le travail qu'ils sont appelés à faire. Vous êtes cadre de l'UDPS, monsieur le professeur Chulumbaï. Dites-nous, c'est quoi la différence de l'approche politique de l'UDPS et du PPRD? La différence de l'approche politique de l'UDPS et du PPRD, c'est le peuple d'abord. Oui. Vous avez vu vous-même que depuis que l'UDPS est là, nous avons pensé aux militaires auxquels le PPRD n'avait jamais pensé. Nous avons pensé à ces parents qui ont été escroqués de longueurs d'années et qu'en vertu de la Constitution, ils ne devraient pas payer l'argent aux enseignants. Et l'enseignement était totalement privatisé. C'est les parents. Nous avons changé. Et aujourd'hui, les parents doivent cesser de payer parce que c'est le devoir de l'État. Nous avons changé la perception de l'institution judiciaire. Vous avez vu aujourd'hui les gens, tu sais qu'ils doivent faire pour les 15 millions, tout ça. Non. Nous vous avons dit que ce n'est pas le rôle du président de la République. Nous avons une institution judiciaire qui est indépendante, qui doit s'occuper de ça. Parce qu'on parle de changer, mais vous ne changez pas les malversations financières. Aujourd'hui, c'est au sommet. C'est ça que nous changeons. On n'entendait pas parler de 15 millions. C'est ça que nous changeons. Non. Les 15 millions dont on parle, c'est une décote. C'est une décote. La décote, c'est un système de reversement de pétroliers par rapport au flottement des prix de pétrole. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est Tshisekedi qui est là. Qui vous dit que les 15 millions n'ont pas existé avant Tshisekedi? On dit que ça existait même à l'époque de Ken Gouadondo. Alors, mais on en a parlé parce que c'est Tshisekedi qui est là. Il a constaté qu'il y a de 15 millions. Et pour votre information, c'est la présidente de la République qui avait saisi l'ANER. Pour que l'ANER enquête, c'est que Tshisekedi ne veut pas se d'être le juge. Il y a des juges, la séparation des pouvoirs. Il a quand même qualifié les faits. Non, mais il n'a pas qualifié, il a dit à sa connaissance, c'est une affaire de rétrocommission illégale, mais que les gens ont pris l'habitude de croire que chez nous, les gens ont pris l'habitude de croire que c'est normal. C'est pourquoi c'est s'en remet à la justice. Oui. Donc, il ne dit pas qu'il a dépouillé l'affaire de sa nature illégale et irrégulière ou infractionnelle. Il dit plutôt que les gens ont pris l'habitude de croire que c'est normal. Et c'est qu'il a ajouté. Lorsque le président dit, c'est ça que je suis venu combattre, et il responsabilise la justice. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Si vous comptez dans notre structuration sociale et politique et juridique, par exemple, qu'il y a une pression à exercer sur les juges, moi je voudrais que les ONG, que vous les journalistes, vous fassiez pression sur les juges. Vous n'allez pas faire pression sur le président de la République sur une question de l'autorité du pouvoir judiciaire. Changer ce dossier n'est pas fouiner dans le passé. Fouiner dans le passé, oui, moi j'estime que votre changement, fouiner dans le passé, le président ne va pas fouiner dans le passé parce que c'est irresponsable. Pourtant, on l'a voulu. Le passé, j'ai dit que ce n'est pas seulement Kabila, les gens commettent l'erreur. Le passé concerne aussi la Mouka. Les cachots de l'ANER qu'on a fermés là, c'était des cachots qui ont torturé, qui ont tué sous le règne de Pierre Lumbi. Comme patron de cette histoire-là. Même la Mouka, ils sont dedans tous, ça parle de peste. Donc, si le président dit qu'il ne veut pas embraser la nation, c'est quoi notre intérêt aujourd'hui à avoir 100 généraux en prison? C'est quoi notre intérêt aujourd'hui à vider la Mouka de ses cadres parce que tous sont dans ce passé-là? Mais nous ne voulons pas ça. Nous disons que... Je rappelle qu'il y a 89 fausses communes dont on a parlé dans les Belges ont pillé ce pays. Oui. Mobutu en a fait autant, les autres ont fait. Ce n'est pas pour autant que c'est terminé. L'économie du pays va être faite avec la bonne foi. En ce qui concerne les crimes, moi je crois que c'est peut-être le français difficile de Tshisekedi qui complique les gens. Lorsque Tshisekedi dit je ne suis pas là pour fouiner dans le passé parce qu'il y a des institutions spécialisées. Quelles sont ces institutions spécialisées? C'est la justice. Qui n'est pas encore réformée. C'est la justice n'est pas que congolaise. Oui. Pour ces crimes dont vous parlez, notamment
ce qui concerne les fausses communes, les violations sexuelles. Nous avons ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ça signifie que le président Tshisekedi n'a pas dit qu'on ne poursuive pas les gens, des criminels qu'on ne juge pas. Lui, comme président de la République, ce n'est pas son rôle. Parce qu'il le fait, ce n'est plus une justice, ça c'est la vengeance. Lui n'a pas le rôle de rendre justice. Pourtant, les gens attendent à la prison des cas. Je dis bien ce qu'il a fait de plus important, le président Tshisekedi, c'est de libérer les juges. Est-ce que vous tiendrez ce discours devant la famille de Chimanga? Est-ce que vous tiendrez le même discours devant la famille? Je compatis avec cette famille. Je compatis avec la famille Rossi. Rossi, c'est mon assistant à l'université. C'est mon petit, c'est mon assistant. Okay. J'ai un grand chagrin que vous me rappeliez d'un gars intelligent qui me rendait d'énormes services, qui me manque aujourd'hui. C'est mon assistant, moi. Oui. Alors, je compatis avec cette famille. J'ai dit que ces familles méritent justice. Mais la justice, ce n'est pas le président de la République qui l'a fait. Je voudrais bien que les instances habilitées s'occupent de cette question-là. Moi, j'ai suivi encore d'autres critiques que je dois rappeler. Lorsque le président plaide pour la levée des sanctions contre certains leaders du FCC, les gens ont crié au scandale. Non, mais le président de la République, le président Tshisekedi n'est plus président de l'UDPS. Il a l'obligation constitutionnelle d'étendre la main puissante du Congo à tous ses fils qui sont tracassés à l'étranger. Oui, ils sont tracassés parce qu'ils ont tué les gens ici. Bien sûr, maintenant, s'ils ont tué les gens ici, oui, la protection du président ne signifie pas qu'il les livre à la vengeance d'autres peuples. Nous avons nos juges ici. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le scandale d'Abu Ghraib en Irak, de cette jeune capitaine qui s'est livrée au viol sur les prisonniers irakiens à Abu Ghraib en Irak pendant la guerre. Les Américains ne l'ont pas livré aux Irakiens pour dire, bon, comme tu as fait ça, on te jette dans la fosse aux lions pour être mangé. Ils l'ont jugé aux États-Unis et l'ont condamné aux États-Unis. Mais on ne compare pas le système. Nous disons un pays sérieux, mais nous, on était dans un pays désordonné, vous le savez, monsieur. Voilà, heureusement que vous conjuguez bien. Oui. Nous, on était dans un pays moins sérieux. Oui. Maintenant, nous sommes dans un pays sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. Vous avez vu que c'est ce pays qui rentre sur la scène internationale. Ça ne vous a pas pris beaucoup de temps. Alors, 8 mois, vous remettez les choses au sérieux, des choses qui ont été détruites 59 ans dans le temps. Nous n'avons pas tout réparé. Nous avons dit seulement que nous étions en train de foncer. On allait vers le fond. Maintenant, le pays remonte. Et la remarque, on va terminer par là, Félix Tshisekedi qui protège aujourd'hui les Zimbabwe, un peu comme Mobutu l'avait fait. Les gens estiment qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Par exemple, la problématique de l'Est de la République, où les Congolais meurent tous les jours. Il en a parlé. Mais il a donné quand même beaucoup plus d'accent sur la question de Zimbabwe. C'était une petite phrase. Oui. Vous savez, le Congo, c'est un pays africain. Lorsque je dis pays africain, ce n'est pas parce qu'il appartient au continent africain. Il a une vocation innée à être le porte-parole de l'Afrique. Lorsque vous lisez le célèbre manifeste Lancélé qui avait consigné les grands principes de notre politique étrangère, vous verrez qu'on dit dans ce manifeste que le Congo a une vocation africaine. Il a cette vocation à être le porte-parole de l'Afrique, par sa position géostratégique, transocéanique, économique, ainsi de suite. Il a tous les déterminants pour être la puissance de l'Afrique. Et ça, le président Tshisekedi l'a compris. Parce qu'on ne peut pas être la puissance de l'Afrique si on ne se prépare pas, si on ne prend pas cette position de défenseur de l'Afrique. Oui. Le président est allé, il a parlé du Congo en long et en large. Et puis il a parlé de l'Afrique, dont le Zimbabwe. Alors, on va terminer. Quels sont ces rapports avec Kabila aujourd'hui? C'est des rapports d'un partenariat politique, ça c'est une évidence. Nous, l'UDPS et le FCC, en réalité, nous ne sommes pas des alliés, nous sommes des coalisés constitutionnels. Parce que le peuple nous a imposé de travailler avec M. Kabila, de travailler avec sa majorité. Et de cette façon-là, on ne va pas être en train de discuter des affaires importantes nous confiées par le peuple congolais et en train de nous taper dessus. Nous devons créer un climat de confiance pour que la mission que le peuple nous a imposée et la manière de l'accomplir se fasse respecter. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à collaborer parce que c'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui a désagrégé sa souveraineté. Il l'aurait confié à nous seuls en disant je vous donne et la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Le peuple, dans toute sa souveraineté,
a choisi de confier un pan de sa souveraineté à M. Kabila et un autre à l'UDPS. Donc nos relations sont nos relations de coalisés constitutionnels, mais qui doivent établir un partenariat de confiance pour rencontrer la volonté du peuple. Nous n'avons pas le temps de passer 5 ans en train de taper dessus pour des intérêts qui nous sont propres, alors que le peuple attend beaucoup de nous. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un débat, des échanges qu'on a eu à faire avec le professeur Chilumba et Jean-Claude. Je rappelle qu'il est professeur à l'université de Kinshasa. Il enseigne dans la faculté de sciences sociales. Il est avocat et puis cadre de l'UDPS dans la commission électorale permanente. Monsieur le professeur, vous allez regarder la caméra et vous répondrez de façon brève et concise à nos questions. Et monsieur le professeur, est-ce que vous nous permettez, nous, de venir avec, bien évidemment vous-même, voir bulletin par bulletin, bureau par bureau, ce qu'a été la réussite de l'UDPS? Ce qu'a été la réussite de l'UDPS, oui. Les documents dont dispose l'UDPS. Très bien. Monsieur le professeur, où sont partis les 15 millions de dollars? Monsieur le procureur général près de la Cour constitutionnelle va nous dire où sont partis les 15 millions de dollars. Et ce n'est même pas lui, parce que je crois qu'après son instruction, il jugera de l'opportunité s'il veut saisir le juge ou pas. Et c'est le juge qui nous dira où sont partis les 15 millions de dollars. Est-ce que Vital Kamerhe devient-il ombrageux Félix Tshisekedi? Pas du tout. Le président, il est le président de la République. Vital Kamerhe, c'est son directeur de cabinet. Il ne fait pas ombrage au président. Est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il se présenter en 2023, contrairement aux accords? Bien sûr, bien sûr. Mais ils ont fait un accord, des accords avec Vital Kamerhe. Il n'y a pas d'accord. Vous parlez de l'accord avec Vital Kamerhe. Est-ce que vous allez accompagner l'UNC? L'accord sera discuté en interne. Vous voulez dire rediscuter? Non, mais l'accord n'a pas été respecté. À mon avis, c'est un point de vue personnel qui n'engage pas l'UDPS. Jusqu'ici, l'accord n'a pas commencé à être exécuté parce que l'accord supposait que le cash réunisse la majorité parlementaire qui lui permettrait de céder la primature et certaines institutions importantes du pays à l'UNC, ce que nous n'avons pas été, nous deux, capables de faire jusqu'ici. Je crois que... donc Félix Tshisekedi sera candidat en 2023. Pour l'UDPS, moi qui vous parle, j'estime que l'accord n'ayant pas connu ses débuts d'exécution, Tshisekedi sera candidat en 2023. Est-ce que Félix Tshisekedi ne serait-il pas en train de tacler Vital Kamerhe dans cette affaire de 15 millions de dollars simplement pour le faire perdre toute substance et qu'il ne se représente pas en 2023? Mais d'abord, pourquoi vous allez trop vite à Vital Kamerhe? La Cour, plutôt le parquet, est saisi. Lorsque vous avez lu le rapport des inspecteurs de finances, moi je l'ai lu, le rapport dit que Vital avait demandé qu'on loge l'argent dans X compte, mais cette instruction n'avait pas été suivie et l'argent est logé dans X compte qui n'est pas géré par Vital. Moi, je crois que c'est violer brutalement les principes sacro-saints de notre existence, notamment celui des présomptions d'innocence, en citant comme ça, de manière fantaisiste, est-ce que l'UDPS a changé sa vision sur Kabila, ou vous maintenez la même vision, il est le même qui a détruit ce pays? Non, Kabila a ses responsabilités dans ce que le pays connaît comme situation aujourd'hui. Et lorsque c'est un Kabila qui s'amende, qui trouve qu'il peut participer à la réparation de tout cela, notre perception ne peut que changer sur lui. Monsieur le professeur, quelle est la personne la plus dangereuse au Congo? Nous tous, hein, en commençant par moi qui vous parle, parce que ce qui s'est vu à l'université n'est pas acceptable. Donc, le Congo est co-détruit, nous sommes co-responsables. Je ne vois pas qu'il y ait de diables, des anges, mais c'est les responsabilités. Quel est le parti politique le plus dangereux aujourd'hui? C'est très difficile à le dire. Hein. Quelle est la plateforme politique la plus dangereuse qui amène le pays dans le trou? Non, je dis encore c'est très difficile parce que, vous voyez, nous sommes une plateforme aussi. Nous avons en face de nous de plateformes comme la Mouka. J'ai dit que toutes ces plateformes, chacun ou chacune a ses responsabilités. Mais ici, il faut tenir en fait, lorsqu'on dit plus dangereuse, parce que je ne connais pas un seul parti naziste ou fasciste au Congo. Okay. Alors, donc, tous ces partis de la RDC se sont construits sur le modèle
républicain et modèle démocratique. Il Martin est difficile Fayulu de qualifier un parti politique de dangereux, Très bien. J'en mais viens à la plutôt question. sa manière Et d'être c'est ma, animée et par c'est ma dernière question. Est-ce que Martin Fayulu est-il dans le vrai ou dans le faux dans sa lutte? Martin Fayulu, je ne sais même pas de quoi se compose sa lutte. Si c'est la lutte comme celle dont tu me parles, de dire qu'il réclame une prétendue victoire à ces élections passées, il est absolument dans le faux. Il le constate que même notre peuple ne l'accompagne pas dans ça. Mais si c'est un combat d'un opposant qui veut se constituer en garde-fou pour notre gouvernance, je crois qu'il est dans le bon. Parce qu'il faut aussi que ce que nous faisons soit surveiller ça le rôle de l'opposition, surtout dans un pays où elle a été institutionnalisée comme le nôtre. Vous pensez le rencontrer, l'UDPS? Nous n'avons rien contre Martin Fayulu à l'UDPS, mais il faut dire que ce n'est pas moi qui dirige l'UDPS. Je ne suis qu'un rapporteur d'une commission technique. Donc, si le parti lève l'option de rencontrer Martin Fayulu, je ne crois même qu'il n'y ait personne à l'UDPS qui a des problèmes personnels avec Martin Fayulu, donc il n'y aura pas péril à la demeure. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui. Dites-moi tout. Non, je suis l'émission, votre émission. J'apprécie la grandeur de débat qui se déroule, aussi le grand sens d'ouverture et de responsabilité, le courage qui vous anime. Je crois qu'en démocratie, il y a de quoi soutenir les initiatives, et que vous êtes aussi parmi ces rares émissions qui n'imputent pas des choses, ou qui ne débutent pas gratuitement des choses sur les vies personnelles des gens. Ça, j'apprécie beaucoup. Je vous encourage à aller de l'avant. Merci, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. L'émission est là. Votre place est aussi là. Si vous pensez que vous pouvez participer à cette émission, deux conditions. Soit vous êtes professeur, soit vous êtes inventeur, soit vous êtes acteur principal de la société. Et là, on peut facilement vous prendre. Mais sinon, si vous ne remplissez pas ces conditions-là, notre chaîne elle est ouverte. Elle vous offre la possibilité de parler dans toute votre liberté et dans tout ce que vous pouvez imaginer comme carcans sociaux et tout le reste. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans la prochaine émission avec un prochain invité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci, monsieur le professeur. Merci.